Et puis, il y a une insuffisance au niveau des TIC. Il faut les intégrer. Il y a vraiment des insuffisances là-dessus, dans les différents modules. Au niveau de la cohérence, là, le curriculum, je ne jette pas des fleurs, mais le curriculum de la FSE est le curriculum le plus cohérent. Parce que, d'abord, il est conforme aux standards. En termes, je parle de contenu, et non seulement en termes d'intitulé. Même quand vous analysez à l'intérieur les contenus et les éléments des modules, il est conforme, à l'exception de l'absence d'un seul module qui est le marketing du sport, mais qui est intégré dans d'autres modules. Par exemple, si vous prenez le NCG de CASA, il y a vraiment une incohérence entre l'intitulé et le contenu. Je vous donne un exemple. Le management du sport à l'ENCG, quand vous analysez le contenu, vous trouvez les éléments et un contenu lié à l'analyse financière et la comptabilité. C'est le management du sport pour eux. Quand vous analysez par exemple la prise de décision, vous trouvez des logiciels qui sont enseignés. Ils enseignent aux étudiants un certain nombre de logiciels qui aident à la prise de décision. Mais est-ce que la prise de décision et la gouvernance est réduite à ces logiciels? Donc. Et puis, il y a une dominance, on va dire qu'il y a une dominance des cours théoriques. Ce qui est normal dans le cadre de la FSE, parce qu'il s'agit d'un master recherche, et malgré ça, à la FSE, il y a l'intervention de plusieurs professionnels qui sont soit des doctorants ou bien d'autres experts qui apportent une valeur ajoutée. Alors que à l'ONCG et l'IRFC qui sont d'origine des masters professionnels, il n'y a que il y a une tendance de cours théoriques, ce qui est anormal. Et ce qui a été même soulevé par... Donc ce que je vous présente ici, c'est une synthèse des résultats de l'analyse documentaire que nous avons réalisée et la synthèse des entretiens. Cela, ça a été soulevé même par les lauréats des formations. Donc, comme description synthétique, donc, il y a 3 types de structures. Il y a une structure à caractère, on va dire, entrepreneurial à l'ENCG. Il y a une structure à caractère transversal qui met le développement personnel et l'étudiant et ses besoins au centre de la formation, qui est la formation de la FSE. Et il y a la structure qui s'intéresse beaucoup plus à des aspects de technique sportive, qui est la formation de l'IRFC. Donc par rapport aux perceptions des professeurs, au niveau stratégique, l'architecture globale dépend des normes pédagogiques. Pour eux, ils n'ont pas vraiment une grande liberté dans la conception. La nature de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement de commerce, alors il y a une tendance vers les aspects de gestion. Et bien sûr, le profil du professeur qui est porteur du projet de la filière. Par exemple, à l'RFC, il y a une tendance vers l'économie du sport parce que c'est le professeur Mohamed Kaash, c'est lui qui a lancé les formations. Ici, à la FSE, nous avons notre cher professeur qui est un spécialiste en matière de conception des curricula, et c'est là où se voit l'écart entre ces différents curricula, parce qu'il ne suffit pas d'être un connaisseur dans un domaine de connaissance, mais la conception des curricula, c'est tout un autre métier. Toujours par rapport aux professeurs, au niveau opérationnel, il y a une insuffisance au niveau des professeurs spécialisés en management. La FSE fait l'effort de former des docteurs en management du sport. Il y a une insuffisance, cela est vraiment généralisé sur les différents établissements. Il y a toujours une insuffisance en termes de personnel administratif de support et des problèmes de budget surtout en ce qui concerne le paiement des professeurs et des experts vacataires. Par rapport aux lauréats, au niveau opérationnel, ils ont cité cette dominance des cours théoriques, un manque au niveau des professeurs spécialisés, ce qui rejoint les propos des professeurs, et au niveau du potentiel de transfert des acquis, ce qui est très essentiel, il y a 2 orientations. Une orientation favorable pour la structure transversale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les lauréats de la FSE, puisqu'ils ont une formation transversale, et ils se sont adaptés, ils se sont intégrés dans différents types d'organisations, non seulement dans le sport, mais dans d'autres organisations. C'est-à-dire, avec ce problème
de rareté des offres d'emploi. Donc, on a beaucoup plus besoin de compétences transversales pour décrocher un emploi dans le management en général, et non pas seulement dans le sport. Mais l'orientation spécialisée est une orientation limitée. Parce que si, par exemple, vous arrivez à décrocher un poste dans une organisation qui n'est pas dans le sport, ou bien qui n'est pas compatible avec la philosophie de votre formation, là, les étudiants et les lauréats seront limités. Il y a deux cas de l'ENCG, par exemple, un cas qui a trouvé un emploi dans une administration publique, et il a trouvé d'énormément de difficultés à s'intégrer, parce que lui, il a eu un contenu qui est adapté aux entreprises. La même promotion, il y a un autre cas qui a trouvé un emploi dans une entreprise privée, et il s'adapte vraiment bien dans sa mission. Alors là, cette orientation spécialisée, s'il est vraiment très pointu, il limite la chance du lauréat pour trouver vraiment. Je termine sur ça. Au niveau stratégique, pour les recommandations, je propose aux responsables et aux dirigeants politiques d'aligner les stratégies de développement de la formation. Je parle par exemple du ministère de l'Emploi, je parle du ministère de la Modernisation de l'administration, ministère de la Jeunesse et Sport et ministère de l'Éducation. Parce que parfois, on se trouve avec, par exemple, un problème dans des intitulés qui ne sont pas acceptés par le ministère de la Jeunesse et Sport, ou bien par exemple, d'autres organisations. Investir dans la recherche scientifique, encourager les étudiants pour faire des études doctorales, comme ça on aura plusieurs profs spécialisés, docteurs en management du sport, et créer des formations dans tout le pays, parce qu'aujourd'hui la formation est centralisée. Au niveau pédagogique, bien sûr c'est l'élément faible, c'est le maillon faible du système. Il faut former ces professeurs à la conception des curricula. Je pose par exemple ce problème de définition des objectifs clairs, et qui dit clair, dit précision des niveaux de compétences. Il ne suffit pas de citer la compétence, mais le niveau, et là nous avons plusieurs taxonomies des niveaux de compétences. Utiliser des verbes d'action, là au niveau stratégique, et assurer l'alignement pédagogique. C'est-à-dire, si on veut évaluer une compétence, il ne suffit pas de programmer par exemple des évaluations en termes de connaissances. Il faut mettre l'étudiant dans des situations qui ressemblent à ce qu'il va trouver au niveau des situations réelles du travail. Et merci. L'intervention suivante, la gouvernance comme solution au déficit démocratique de la FSE Université chrétienne. D'abord, merci de m'avoir invité à parler devant vous. Chers professeurs, chers collègues, honorable assistance, je suis très honoré d'être parmi vous ici pour présenter un thème que je vois important, un thème intéressant qui porte sur la gouvernance comme solution au déficit démocratique. Et sans tarder, permettez-moi, messieurs et mesdames, de passer directement au plan suivant, en commençant par une introduction qui parle d'un aperçu général sur le thème. Puis par la suite, je vais aborder le contexte où a été émergé les deux concepts, et je parle bien évidemment du gouvernance et du déficit démocratique. Puis par la suite,
je présenterai les dimensions de crise de légitimité affectant l'État qui rendent cette institution déficitaire à remplir ses missions. Je parle des missions ou bien des objectifs d'efficience, d'égalité, d'inclusivité, de participation, etc. Dans un quatrième temps, je vais porter une analyse sur un ensemble d'acteurs ou parties prenantes et leur possibilité de combler ce déficit démocratique, en relevant un ensemble de points sur lesquels ils s'appuient. Puis, par la fin, je vais aborder la question de l'ordre, c'est-à-dire le rapport entre la gouvernance et la démocratie, la gouvernance et le déficit démocratique, et la question de l'ordre. Et dans cette phase, nous portons estimer répondre à une solution, ou bien une réponse, c'est-à-dire à la possibilité de la gouvernance à offrir une alternative à la démocratie. Vous savez bien évidemment que le contexte aujourd'hui est marqué par un contexte mouvant, bien sûr, est marqué par la rapidité, je dirais la rapidité des changements, la fragmentation des sociétés. Les sociétés aujourd'hui sont hautement différenciées et compliquées pour qu'un système politique les contrôle. Donc, face à cette complexité, il y a l'avènement d'un ensemble de structures d'autorité traditionnelles, faibles, mais en parallèle, il y a l'avènement ou bien l'émergence de nouvelles formes de gouvernance. Compte tenu de ces considérations, il nous semble intéressant de se projeter dans une perspective positiviste, et par une lecture de l'évolution de ces deux concepts, la gouvernance et le déficit démocratique, en se basant sur un ensemble de travaux, recherches, bibliographies réalisés en la matière. Et je commence par la gouvernance. Nous constatons que le concept de la gouvernance a une longue histoire. Il a été utilisé au XIIIe siècle et qui a une signification simple, c'est l'art ou bien la manière de gouverner. Puis il est passé au XIVe siècle dans la langue anglaise, sous forme ou bien donnant naissance au terme governance. Mais il semble tout à fait, il ressemble à l'ancien terme, c'est-à-dire toujours l'art ou bien la manière de gouverner. Puis, dans les années 30, le terme a été repris l'honneur par les économistes dans le contexte de l'entreprise, mais il y a le passage entre une perception industrielle vers une perception managériale. Puis, par la suite, il y a les adeptes de la démocratie participative, de la démocratie de proximité, issus des mouvements sociaux, je dirais des mouvements sociaux qui semblent avoir utilisé ce terme entre les années 60 et 70. Et dans un quatrième temps, il interviennent un ensemble d'institutions internationales, à savoir la FMI, l'OMC. Aussi, il y a des experts de la modernisation publique et de la gestion aussi, qui furent les agents essentiels de la vulgarisation de ce terme. Puis, ils sont les universitaires qui ont annexé ce terme sous forme d'un contexte véritablement construit depuis toute une bonne décennie. Quant au déficit démocratique, par une simple définition, c'est une notion principalement invoquée pour faire valoir que l'Union européenne et ses instances souffrent d'un manque de légitimité démocratique. Donc, il traduit une perception selon laquelle le système sera dominé par deux institutions. La première, c'est le Conseil de l'Union européenne qui se dote d'un pouvoir législatif et exécutif et gouvernemental, et une instance sans légitimité réelle, sans légitimité démocratique, je dirais, une instance qui est bureaucratique et technocrate, qui est la Commission européenne. Dans la continuité de l'analyse, il nous semble nécessaire de poser les dimensions de la crise de légitimité de l'État, en constatant aujourd'hui qu'il y a une crise du politique, une abstention massive de la participation des citoyens dans la sphère politique, aussi le système décisionnel, et il manque de légitimité bien sûr, il semble inaccessible aux citoyens. Il n'accepte aucun gouvernement qui s'oppose sur la souveraineté du peuple. Aussi, cette participation elle est timide
et semble réservé au seul moment électoral et s'apparente vraiment comme une obéissance politique. Tous ces constats, toutes ces considérations exigent l'entrée à un nouvel âge de démocratie et c'est dans cette logique qu'a été posé le concept du glissement de la gouvernance, c'est-à-dire le passage du gouvernement vers la gouvernance. Il est le résultat, bien évidemment, d'un manque de légitimité de l'État à remplir ses missions. Donc voilà un tableau significatif du lexique communautaire à partir de 1985. On constate qu'il y a la participation qui prend la place, à la place des représentations basées sur un mandat électif, la société civile qui prend le relais à la place du peuple, et un ensemble d'un pluralisme limité composé par des lobbies, des ONG, des multitudes d'associations qui sont capables et cooptés contre des représentants élus avec mandat. Toujours dans la même continuité, on constate qu'il y a un ensemble de concepts qui s'émergent. Il y a le consensus, l'accord, le dialogue, à la place des conflits, la contestation des conflits, le compromis et la négociation. Ce qui est important de ce tableau, c'est qu'il y a, quand on a observé le phénomène de glissement du concept de gouvernement vers la gouvernance, il y a aussi en parallèle un glissement de la démocratie représentative vers une gouvernance participative. Et vous constatez que nous sommes aujourd'hui, on constate qu'il y a une aspiration massive des citoyens à participer, bien évidemment, de leurs affaires qui les concernent bien sûr, et ils prennent part de la prise de décision. Ce changement invite parallèlement les acteurs, je dirais les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs économiques et d'entreprise, à réfléchir sur les nouvelles formes collaboratives et de dépasser donc, les modes de fonctionnement traditionnels hiérarchiques. Donc, la communauté démocratique s'est articulée sur des institutions indépendantes, bien sûr, qui sont cooptées de contester les décisions collectives et contribuent ainsi à l'amélioration globale de la performance du régime démocratique. Et là, c'est le rôle considérable des parties prenantes. Ce sont des stakeholders et qui sont un réseau collaboratif qui améliore la perception ou bien qui améliore la prise de décision dans les politiques publiques en recherchant le meilleur compromis avec la négociation bien sûr ou bien la conciliation des intérêts et la négociation des conflits, tout en basant sur un ensemble de prises de décision démocratiques bien sûr, la participation, et je dirais la participation efficace, c'est pas une participation vide de sens, et en se basant sur une égale répartition du pouvoir. Ça, c'est très essentiel. La répartition du pouvoir, elle doit être systématique à tous les niveaux. Et je parle de l'État vers une approche descendante jusqu'à les sociétés, ou bien une approche concomitante, ascendante de la part des citoyens vers l'État. Bon, le point nodal de cette présentation porte sur le rapport entre la gouvernance et la démocratie et la question de l'ordre. Vous voyez, la gouvernance et la démocratie sont censées légitimes pour établir l'ordre. Je parle de l'ordre étatique, bien sûr. Mais les deux concepts, la gouvernance et la démocratie, s'appuient prioritairement sur un seul critère, c'est-à-dire l'ordre d'efficience pour une finalité de gouvernance, alors que l'ordre posé sur l'égalité pour la démocratie. Même si idéalement les deux concepts, gouvernance et démocratie, devraient prendre en considération les deux concepts pour finalement arriver à l'assise de la légitimité démocratique. Et vous voyez qu'il y a l'efficacité ici, la participation, les principes de légitimation, mais qui amènent directement à l'égalité et l'efficience. Et rappelons je dirais, cette mouvance internationale basée sur la mondialisation, ce contexte mouvant et des mutations transnationales, nous pouvons admettre que la question de l'égalité n'est pas prise en considération par rapport à la gouvernance. Parce que, premièrement, s'il peut être pris en considération dans une mesure, c'est-à-dire il doit affirmer cette finalité d'efficience. De plus, la démocratie
n'a pas une perception, on ne peut pas percevoir la démocratie de la même manière. Elle est loin d'être réalisée dans tout le monde. Donc, dans une approche globale, on constate que la gouvernance peut offrir une alternative à la démocratie. Et avant d'en conclure, il ne faut pas nier le rôle considérable de la démocratie, notamment quand il devient un adjectif de la gouvernance, c'est-à-dire la gouvernance participative. Les deux se confortent dans la mesure où la démocratie est rendue plus efficace par la gouvernance et la gouvernance rendue plus démocratique par la démocratie. Et c'est d'ailleurs la recherche que nous portons élaborée, moi et avec M. Gdira, Inch'Allah, qui porte sur plusieurs concepts volumineux entre ce qui est démocratie participative et l'élaboration d'une politique sportive locale. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour la présentation, pour votre exposé sur la gouvernance comme solution au déficit démocratique. Donc la troisième intervention. C'est le modèle Mohamed, gouvernance, bonne gouvernance et gouvernance mondiale, pluralité de discours et perspectives pour le développement. Donc je rappelle, vous avez entre 15 et 20 minutes pour la présentation. Je vous remercie donc, pour avoir accepté mon intervention déjà. Je tiens à m'excuser solennellement au professeur M. Gdira pour ne pas avoir assisté ce matin à sa séance plénière. C'est vraiment dommage pour moi en fait. Alors ce travail a été en fait établi avec les soins et l'orientation de mon professeur, Jean-Frédéric Ahmed, qui est professeur de droit public à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales ici, et moi qui est doctorant en relations internationales. Alors moi qui est doctorant en relations internationales, je m'intéresse à la gouvernance. Alors pourquoi? La majorité de mon travail s'intéresse plus particulièrement aux études sécuritaires. Généralement, on s'est rendu compte que la sécurité et le développement sont deux concepts qui partent du constat. Partons du constat selon lequel la gouvernance et l'objectif de la gouvernance est justement d'assurer le développement. Je me suis rendu compte dans le cadre de mes travaux de recherche, donc il faut justement que j'essaie de décortiquer ce thème qui est très très complexe, comme vous voyez dans l'intitulé de ma présentation. Gouvernance, bon gouvernance et gouvernance mondiale, pluralité des discours et perspectives pour le développement, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a plusieurs perspectives que celles présentées de manière linéaire quand on parle par exemple des rapports des institutions internationales, quand on parle de la gouvernance, et puis justement il y a une dichotomie quand on parle de la gouvernance sur l'échelle interne et internationale. Généralement, quand on traite par exemple de la gouvernance, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que c'est concentré beaucoup plus sur l'échelle interne. L'échelle internationale est très souvent oubliée, le facteur international. Généralement, c'est très important. Et on va voir pourquoi. Alors, ça c'était l'introduction, juste pour dire. Donc, c'était la problématique sur laquelle je me suis basé. Je vais essayer d'aller un petit peu rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais mon travail, c'est beaucoup plus théorique. Alors, c'est que on s'est rendu compte qu'il y a une pléthore de conceptions. On va voir par la suite. Je pose la problématique en amont pour permettre de comprendre. Alors, la pléthore de conceptions de la gouvernance n'était pas une entrave sur l'appropriation par les États et donc à la bonne performance de leurs institutions. Sachant bien évidemment que de bonnes institutions produisent généralement donc, le développement. Alors, bien. Donc, comme plan, on va revenir sur la genèse et l'évolution de la gouvernance, donc le contexte dans lequel, un contexte international dans lequel la gouvernance est devenue considérée comme étant la clé de voûte de toutes les sociétés. Et puis, on va essayer de voir comment cette gouvernance a évolué. Et puis, on
va essayer d'apporter une lecture critique à la gouvernance, en essayant d'exposer le débat idéologique, ceux qui sont pour et bien évidemment ceux qui sont contre, c'est normal. Et puis on va voir justement, puisque la gouvernance, ça implique le recul de l'État, donc le repli de l'État pour justement permettre à d'autres acteurs, notamment donc, du secteur privé, d'intervenir dans la gestion des affaires publiques. On voit justement comment, donc, dans certains cas, on a donc l'État qui joue un rôle très important et de manière, dans le cadre de ce que nous avons appelé donc une gouvernance hybride. Tout ça, ça va se clarifier par la suite. Alors bien évidemment, donc, sur l'échelle interne, pour commencer rapidement, la gouvernance donc renvoie à la nature et aux mécanismes par les biais desquels le gouvernement exerce son pouvoir administratif, politique et économique afin d'assurer la gestion des ressources dans une perspective de développement. Donc la finalité de la gouvernance, c'est justement d'assurer le développement en sciences politiques. Alors ce concept, justement, désigne le repli de l'État, qui est donc obligé à s'adapter à la montée des puissances d'acteurs privés internes et bien évidemment externes, qui revendique le droit d'influer et de participer, dans une approche participative, vous pouvez l'évoquer, donc à la décision politique. Donc la théorie participative de la démocratie donc, nous dit simplement que la gouvernance est un outil qui permet également la considération des droits de l'homme, justement partant du principe selon lequel donc, la participation à la chose politique, ça fait partie donc, du droit dans ce qui est politique. Alors, justement, donc, la finalité est d'assurer le développement humain, environnemental, etc., etc. Bien, alors la gouvernance, ça renvoie également donc, à l'instauration du mécanisme de contrôle, de régulation. Ça s'affiche aussi sur l'échelle juridique, parce qu'on parle justement de l'état de droit, qui est contentieux entre l'État et les acteurs justement qui influent justement dans la gestion des affaires publiques. Bon, il faut justement un appareil judiciaire, des mécanismes judiciaires, un appareil, disons, des textes juridiques très forts pour faire valoir les droits de tout un chacun. Bien. Alors, jusque-là, on comprend que la gouvernance repose sur trois piliers fondamentaux, à savoir la participation, la libéralisation des sociétés, bien évidemment, et l'état des droits. Durant les années 90, on s'est rendu compte que, justement, des États n'ont pas parvenu, justement, à intervenir, à intérioriser donc, ce concept de gouvernance, et ont souffert de ce qu'on appelle un déficit de gouvernance, ou simplement mauvaise gouvernance. D'où l'invention, donc, du terme de la bonne gouvernance pour y remédier. Alors, plusieurs sous-concepts font également face, quand on parle de gouvernance, notamment la démocratie participative, la décentralisation sur l'échelle administrative, etc., l'intégrabilité, l'intégrité, donc, et puis la responsabilisation, etc., etc., etc. Cela veut dire tout simplement que la gouvernance est un concept complexe et polysémique qui implique plusieurs mesures donc à prendre en considération et des rapports, aussi bien sur le plan juridique, économique, politique, sociétal et même culturel. Pour l'ensemble, se font donc de manière graduelle et nécessite du temps qui varie justement donc, selon chaque société. Alors, voilà, cette complexité est également appuyée, on va le voir par la suite, par justement la définition des institutions internationales qui définissent chacune, et puis les autres organisations, le système des Nations Unies, qui définissent chacune la gouvernance en mettant l'accent sur un aspect plus que sur un autre. Alors pour tout un chercheur donc, qui essaye d'explorer ça, donc il va trouver justement une difficulté pour comprendre de quoi s'agit-il juste. Alors, donc voilà, donc, je l'ai déjà dit. Alors, sur l'échelle internationale par contre, la gouvernance ne se limite pas, bien sûr, à la gestion des affaires internes, parce que dans le cadre de la mondialisation, disons de la globalisation, il y a les limites entre l'interne et l'international ne sont pas claires. Et puis donc tout ce qui se passe dans la société internationale influe sur l'échelle interne. D'accord? Alors donc la mondialisation impose justement des mécanismes et institutions justement pour essayer de suivre donc l'évolution du système international, etc. Et de s'inscrire justement dans l'économie du marché, donc voilà justement pour pouvoir avoir des performances et pouvoir en tirer profit, tout simplement. Alors, bien évidemment, donc, on a dit que sur une échelle interne, il y avait de nouveaux acteurs qui sont apparus, vous l'avez déjà dit, mais sur une échelle internationale, également, il y avait d'autres acteurs. D'abord, nous avons les organisations internationales, les institutions financières, mais aussi nous avons également donc, les firmes multinationales. Ces firmes multinationales dérangent quelque part parce qu'ils échappent à tout contrôle. Et quand on parle de gouvernance, on parle justement de contrôle. D'accord? Bien. Alors, justement, la gouvernance donc, semble être la clé de tous les mots, aussi bien de la société interne qu'internationale, mais généralement, donc, s'il paraît simple sur la définition que je viens de présenter, ce concept est tout de même très complexe à saisir quelque part, parce qu'on est justement en train d'essayer de l'explorer. Bien. Alors, bon, excusez-moi. Merci pour votre attention jusque-là, et je reviens. Ah là là. Bien. Alors, j'étais en train de dire que... excusez-moi. Alors, j'étais en train de dire que ce concept-là cache plusieurs côtés. Et certains États, donc, en voie de développement, donc, on ne tire pas profit généralement de cette gouvernance. On va expliquer pourquoi par la suite. Alors, bien évidemment, trois causes, disons-le en amont, peuvent être annoncées pour appuyer cette conception. La
première étant que c'est la complexité en fait du concept de la gouvernance qui le vide de tout son sens, et on fait en sorte que plusieurs États l'abordent de manière distanciée, du fait qu'il y a justement plusieurs réformes à prendre en considération. Et deuxièmement, c'est en imposition, on appelle imposition justement, de manière linéaire, c'est sur tous les États, aussi différents qu'ils soient. Et troisièmement, c'est la non prise en compte de ce que nous appellerons le facteur réaction ou intériorisation de certaines sociétés de ce concept de la gouvernance tel qu'il a été développé dans le monde anglo-saxon et donc qui a été repris dans les rapports officiels des organisations internationales. D'accord? Alors, donc, pour comprendre comment la gouvernance est devenue, donc s'est imposée sur l'échelle internationale et c'est devenue justement, comme j'ai dit, la clé de voûte de toutes les sociétés donc, qui aspirent justement à se développer, il faut revenir justement sur l'histoire, la jeunesse et l'évolution de la gouvernance. Quelques aspects ont été déjà expliqués par notre cher collègue. Et puis, donc, moi, je vais essayer de passer rapidement sur les points très importants. Alors, la gouvernance est imposée. Après, donc, d'abord, sur l'échelle internationale, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est rendu compte que le système international qui est fondé sur la souveraineté d'État, ce qu'on appelle le système westphalien, un système donc a montré ses limites. Les États, bien évidemment, poussent les choses un petit peu plus loin, et ils sont entrés dans deux guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, il fallait justement poser justement les jalons donc de faire en fait monter d'autres acteurs, et puis justement essayer, si on ne peut pas limiter, mais du moins essayer de réguler cette souveraineté des États. D'accord? D'où donc la naissance des Nations Unies, des institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international, Banque mondiale, etc. Et par la suite l'OMC. Bien, alors, donc la gouvernance justement s'est imposée suite bien évidemment à l'échec, dans les pays du tiers-monde je parle là, suite à l'échec d'un bon nombre de politiques d'industrialisation où l'État a intervenu donc, de manière colossale, et ce qui a résulté justement ce qui a abouti à d'importants secteurs donc, industriels non performants. Alors, voilà un autre facteur justement comment la gouvernance s'est imposée, c'est justement la domination de croissance de l'idéologie libérale durant les années 80, suite à la chute de l'Union de Berlin et plus particulièrement au démbrement de l'Union russe soviétique, parce que justement on a compris que le modèle soviétique était donc fondé sur l'économie de planification, selon ce qu'on appelle des plans quinquennales. Donc l'État avait justement le monopole surtout sur la décision, l'orientation donc, de tous les plans de développement, et on a compris que ça ne marche pas, et puis donc on a opté pour la libération économique. Alors, bien évidemment, donc ça s'impose bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, suite à la mondialisation qui impose qu'il y ait donc des institutions internes très performantes pour pouvoir suivre le cours d'évolution des choses sur l'échelle internationale. Bien, alors, je passe rapidement, excusez-moi, je crois que ça vous le connaissez déjà, gouvernance d'entreprise, puis gouvernance interne, vous connaissez déjà. Alors pour synthétiser rapidement ce que j'étais en train de dire, la gouvernance repose principalement sur la reconsidération du rôle de l'État, nation, qu'on essaie de limiter, et la libéralisation économique. Cela s'est traduit dans les pays du tiers-monde par justement des prescriptions et des aides projetées donc, sur ces pays-là et qui ont été largement remises en question donc, dans un premier temps. Alors, donc l'évolution du concept de la gouvernance, bien évidemment, quand on s'est rendu compte justement que la gouvernance telle qu'elle a été développée dans les années 80, ça ne marche pas, surtout dans les pays du tiers-monde, on a développé un autre concept. D'accord? Pour reprendre bien évidemment les thèmes de l'ancien secrétaire des Nations Unies, c'est Kofi Annan, la bonne gouvernance constitue le principal facteur de la réduction de pauvreté et de la promotion du développement. On comprend déjà l'importance. Justement, donc, c'est durant les années 90, suite à la contestation des résultats de politiques justement structurelles dans les pays en développement, que le concept de la bonne gouvernance a fait face et s'est imposé. D'accord? On a essayé de commencer à penser à quelque chose de nouveau, justement, pour pallier donc, ces problèmes. Alors la définition et les repères pour ça dans le concept de la gouvernance varie. Là, on va essayer justement de voir pourquoi ça n'a pas marché dans un premier temps. Varie justement donc selon la variation des institutions qui le définissent. Toutefois, cette variation de conception, bien que conçue comme étant positive, risque tout de même de vider le concept de gouvernance de son sens puisqu'il semble très complexe à saisir. Alors, la définition la plus répandue, c'est des Nations Unies. Elle inclut des notions telles que l'approche participative, la mobilisation des acteurs publics, politiques, économiques, sociaux, du secteur public, privé ainsi que de la société civile, et elle vise justement donc, le bien-être durable de tous les citoyens. C'est une gouvernance qu'on appellerait donc citoyenne, quelque part. Alors, par opposition à la gouvernance donc, vue d'en haut, donc, de la Banque mondiale, qui a été développée dans un premier temps, qui s'intéresse davantage à la nature des régimes politiques durant les années 92. Alors justement, donc, cette conception large de la gouvernance qui a été proposée dans un premier temps par la Banque mondiale donc, permet de refléter la principale préoccupation de la Banque mondiale, en l'occurrence des résultats, parce qu'elle pose des résultats, donc elle s'intéresse beaucoup plus donc, à ces résultats dans les États. C'est une gouvernance qu'on considère comme étant vue d'en haut.
L'organisation, donc le CDE, 95, donc, contribue à l'élection de la gouvernance en apportant d'autres choses, justement en parlant du développement social et économique. Donc ce développement social et économique, il est bien. Néanmoins, si on relit, bien évidemment, je vous laisse le temps de relire la définition, excusez-moi, vous allez vous rendre compte qu'elle limite quelque part le rôle des pouvoirs publics à l'établissement de l'environnement de l'environnement dans lequel les opérateurs économiques opèrent. Donc cette définition, selon cette définition, l'État semble avoir un rôle de police qui veille au bon fonctionnement du marché. Alors, le PNUD, par contre, a développé une définition un peu plus élargie, donc, qui a permis justement de comprendre pourquoi les politiques, donc la gouvernance dans sa première conception n'a pas réussi, justement parce qu'en évoquant des concepts tels que s'intéressant au domaine économique, politique, administratif, donc à tous les niveaux justement, et puis donc l'exercice du pouvoir bien évidemment, et puis donc on s'accent sur justement donc les citoyens, on parle aussi donc des droits, etc. Donc c'est une définition plus détaillée, donc elle est plus tournée vers la société vue d'en bas, c'est-à-dire qu'elle répond aux préoccupations de démocratie participative, et justement elle permet de comprendre pourquoi les premières conceptions n'ont pas permis aux pays du tiers-monde de déclencher leur développement, parce que la gouvernance n'était pas axée justement sur les citoyens. Voilà. Excusez-moi. Très bien. D'accord. Puisque il reste 5 minutes, je passe rapidement donc, à la deuxième partie. Donc je dirais qu'en essayant donc, la gouvernance qui s'est imposée donc, dans un contexte que nous venons donc, de passer en revue, néanmoins donc, elle représente quelques limites. Ou du moins, il y a une lecture critique de la gouvernance telle qu'elle est présentée par les institutions financières internationales et les organisations internationales. Alors, première chose qu'on peut dire, c'est le débat idéologique relatif à la gouvernance. Alors, premièrement, donc, il y a deux conceptions. La première, donc, c'est les économistes libéraux qui disent qu'ils sont favorables à la bonne gouvernance, c'est-à-dire ils plaident pour la limitation de l'activité des États, la fourniture des biens publics nécessaires pour minimiser la rente et l'échec du gouvernement. Donc, l'État, donc le rôle de l'État, se limite justement au renforcement de l'économie du marché par des mesures telles que le respect de l'état de propriété, l'état de droit et la réduction de la corruption. Et justement, donc, cette gouvernance, donc, on peut la lire également comme étant un moyen permettant de contrecarrer les étatisations dans les pays justement du tiers-monde, répandus au lendemain des indépendances, et sont plutôt pour les privatisations. Et donc les États s'engagent à ne pas exproprier. Et puis donc la pensée libérale repose sur ce qu'on pourrait appeler la gouvernance de renforcement de marché. Alors justement, les économistes hétérodoxes considèrent que justement la logique de la bonne gouvernance de renforcement du marché n'est pas efficace à tous les États. Et bien que donc en dépit de toute bonne volonté politique, les caractéristiques structurelles des économies des pays en développement ne permettront pas l'efficacité du marché que si un certain niveau de développement soit atteint. Bien. Alors, vous aviez dit donc gouvernance pour pallier justement à un déficit démocratique. On pourrait justement dire que la gouvernance souffre également d'un déficit démocratique. Alors pourquoi ? Justement parce que donc elle a été imposée de manière linéaire à tous les États. Les États n'ont pas choisi, souvent on voit que des États n'ont pas choisi donc d'adhérer à la gouvernance telle qu'on la présente, et qui, qu'on considère qu'elle cache justement donc une idéologie justement libérale. Et généralement, c'est suite à une nécessité pressante, après une crise économique, que les États sont dans l'obligation donc de s'incliner aux réformes qui vont de pair avec le soutien proposé par les institutions financières internationales en échange des prêts afin d'assurer la liberté des agents économiques. Bien. Alors, rapide. Excusez-moi. Voilà. Alors, donc, il y a également une absence de vision stratégique de la gouvernance, parce que dans les États où on a commencé à parler de gouvernance, il n'y avait pas réellement de résultats. On a vu qu'il y a dans des États en Afrique, certains ont été sous-développés, mais après sont devenus dans des PMA, les pays les moins avancés du monde. On compte justement 34 sur 45, je crois qu'on compte 34 qui sont africains. Donc on voit que dans des continents, ça ne marche pas. Il faut se demander pourquoi. Alors, le désengagement de l'État qui semble poser problème, c'est le désengagement justement de l'État qui semble poser problème. Pourquoi ? Surtout lorsqu'il s'agit de secteurs stratégiques qui, soumis aux alliés de marché, risquent de provoquer des crises et donc d'entraver le bon fonctionnement institutionnel et le développement. Alors Susan Strange, qui est donc l'une des pionnières donc, de l'économie internationale, politique internationale, dit que justement c'est les marchés, parce qu'on parle justement de libération des sociétés, les marchés dans bien les domaines cruciaux, donc sont les maîtres des gouvernements nationaux, et le déclin de l'autorité des États se traduit par une diffusion grandissante de l'autorité d'autres institutions et associations, et donc ça se traduit également par une asymétrie croissante entre les États grands disposant d'un pouvoir structurel et les plus faibles qui en sont privés. Donc
souvent, donc, les réformes qui impliquent donc, la gouvernance ou bien la bonne gouvernance semblent être inadéquates avec certaines sociétés. Alors bien évidemment, on pose justement sur une échelle internationale, puisqu'on est en train de parler sur une échelle interne, que la gouvernance sur une échelle internationale justement permettrait donc d'atteindre le développement. Alors bien évidemment donc la mondialisation, donc elle est réduite généralement au domaine économique, elle repose sur la libération des échanges qui ne sont pas toujours sinon tous équitables, parce qu'il n'y a pas de transfert de savoir et de connaissances, et puis le désengagement de l'État, comme on vient de voir, ouvre la voie, et ça c'est une chose très oubliée, à l'émergence de nouveaux acteurs dont les firmes transnationales sont plus dominants et échappent à tout contrôle, et le pouvoir décisionnel sur les politiques publiques adaptées par ces États, et la gouvernance donc se transforme en ce qu'on appelle donc un instrument d'ingérence. Alors il y a un lien direct, même s'il semble qu'on n'arrive pas à le cerner à première vue, mais il y a un lien direct justement entre interaction internationale et gestion des affaires publiques sur l'échelle interne. Alors évidemment, donc, maintenant notre critique, rapidement, je vais passer rapidement, donc je vais passer ça brièvement, les résultats, je suis toujours en train d'étudier ça. Alors justement, le rôle de l'appareil étatique dans le processus de développement. Alors, quand on parle du développement selon donc, la perspective présentée justement, développée dans le monde anglo-saxon, on voit justement qu'il y a un autre cas, le cas justement des économies en Asie, qui ont su, bien évidemment, se développer sans pour autant adopter donc, les mesures qui ont été prescrites durant les années 80 ou 90 au pays du tiers-monde, notamment en Afrique. Donc la gouvernance d'origine anglo-saxonne, qui se présente aujourd'hui comme le seul modèle à adopter pour assurer la survie des États, semble être contrecarré par l'expérience asiatique. Les États d'Asie, notamment ce qu'on appelle les 4 dragons, ont pu justement combiner entre économie de marché et interventionnisme, justement pour protéger leur économie. Et cela a été montré. Justement, les États ont gardé le monopole sur la production, ils ont restreint et contrôlé les investissements extérieurs et les échanges, ainsi que la planification économique, et justement, donc, ont permis justement de stimuler le développement. Alors, bien évidemment, donc, pour conclure, finalement, je tiens à dire que la gouvernance est un concept bien complexe, je suis toujours en train de l'explorer. Et puis, donc, ça semble faire l'objet de plusieurs critiques qui portent sur sa portée démocratique, son effectivité, ainsi que l'idéologie qu'il semble cacher. Puis, donc, il serait judicieux de pouvoir mener une réflexion sur la nature de la gouvernance nécessaire pour les États de ce XXIe siècle, une gouvernance qui prend en considération les rapports de force, les inégalités aussi bien sociales qu'inter-étatiques. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci Mohamed pour cette présentation. Donc, nous avons assisté à 3 présentations. La première du professeur Tsouli Jamel qui a synthétisé un travail de recherche qui concerne l'évaluation des curricula au service de la gouvernance dans l'enseignement supérieur en Europe, au cadre de la formation de management du sport. Pour M. Hassan Essam et Mohamed, c'est beaucoup plus des exposés théoriques sur la thématique de la gouvernance. Nous ouvrons le débat. Vos questions sur les 3 présentations. Nous allons nous arrêter vers le plus de 16h, 16h05 pour une pause café. Le débat est ouvert. Grâce à M. Gvira, nous avons vu qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise gouvernance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? D'accord. Alors, pour une bonne organisation du débat, je vous propose d'enregistrer les questions, d'ouvrir une liste de questions, puis après, donc, nous procéderons aux réponses par rapport aux questions posées par les intervenants. Alors, oui, professeur Guidera. Merci, je vous remercie et je félicite les intervenants pour leurs interventions. Alors,
Donc je vais commencer par la fin, à la dernière intervention. Et sincèrement, je suis perdu. Je suis perdu parce qu'il y a une richesse d'informations. Il n'y a pas de structuration. Moi, je n'ai pas compris votre fil conducteur. D'ailleurs, le titre, hein, si je reviens au titre, je n'ai pas compris votre titre. Hein. Si vous voulez me l'expliquer, s'il vous plaît, hein, peut-être qu'il y a une saturation et je n'ai pas pu... Deuxième élément, vous parlez de pléthore de conceptions. Est-ce que vous pensez que la gouvernance émerge ou est-ce qu'on la conçoit? Parce que si vous dites pléthore de conceptions, ça veut dire qu'il y a des gens qui font des configurations, hein, pour faire un gâteau. Hein. Il y a une recette de cuisine, et puis bon, voilà. C'est-à-dire que toute la dialectique, que ça soit situationnel, que ça soit historique, évolutive, a été mise à l'écart. Donc je ne comprends pas pourquoi vous utilisez, peut-être je n'ai pas compris. En tout cas, c'est à vous de m'expliquer, vous dites pléthore de conception de la gouvernance. Alors, niveau des diapos, excusez-moi, c'est un text Word, pour moi, ce n'est pas des diapos. Hein. Les diapos sont là pour schématiser, c'est-à-dire pour nous amener à comprendre votre fil conducteur. Donc, la première diapo doit normalement schématiser, hein, votre fil conducteur, votre process et les résultats, peut-être les résultats provisoires ou les résultats définitifs. Là, je ne vois pas de problématique. Vous avez posé un pléthore de conceptions de la gouvernance. Dans votre titre, gouvernance, bonne gouvernance, etc., je n'ai pas saisi sincèrement